Bonjour à tous. Alors que je m'en mêle pas trop le fil. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à Pop MC et bienvenue à Louise Aubry. Merci beaucoup de nous rejoindre. Et donc, on s'apprête à faire 1 heure d'entretien et bien sûr, il y aura des questions du public. Et l'idée, c'est de repasser par ton parcours, voir aussi quels sont tes engagements et comment est-ce qu'on fait tous ensemble pour déstigmatiser la santé mentale. En fait, quand on parle de dépression, quand on parle de maladie, comment on fait pour aller mieux? Et j'ai un peu l'impression que tu en as fait en tant qu'autrice, autant qu'entrepreneuse, en tant que journaliste, en tant qu'influenceuse aussi, un peu le combat de ta jeune vie, pour l'instant à seulement 28 ans, mais c'est quand même déjà des marqueurs hyper forts de ta carrière. Et moi, je me demandais comment ça a démarré tout ça. Alors écoute, je pense que, en tout cas, à partir du moment où j'ai commencé à partager sur les réseaux sociaux, j'ai toujours souhaité partager ce qui me tenait à cœur, ce qui a pas mal évolué au fil des années, parce que, spoiler, on évolue tous et toutes. J'ai commencé vraiment pour des raisons bien différentes parce que je souhaitais devenir la meilleure version de moi-même et que j'étais dans une phase assez passionnée par le fitness, la nutrition et que je pense que la perfection que je n'arrivais pas à atteindre, je pensais pouvoir l'atteindre par ce biais-là parce que c'est quelque chose que je pouvais contrôler. Donc j'ai commencé à partager là-dessus et en fait j'ai réalisé assez rapidement que ça faisait pas forcément du bien aux personnes qui me suivaient de partager uniquement la partie la plus parfaite de moi-même, la plus mise en scène. Et donc, j'ai commencé à partager ce que j'appelle du vrai. Et ensuite, de tout ça, en fait, on est beaucoup de prise de conscience. C'est un peu comme, je crois qu'un invité une fois sur le podcast avait parlé de la métaphore de l'oignon qu'on épluche et à qui on enlève plusieurs couches pour arriver vraiment au noyau. Et j'ai le sentiment que ça a été un peu ça, parce que de cette reproduction des injonctions, notamment à la féminité, sont nées mes convictions féministes, qui m'ont elles-mêmes énormément enseigné sur la santé mentale. Donc j'ai l'impression que c'est un cercle un peu vertueux qui m'anime toujours aujourd'hui de déconstruire ce que l'on veut que je sois pour être qui je suis vraiment. Qu'est-ce qu'on veut que tu sois, justement, selon toi? Qu'est-ce qui était vraiment... Tu te rappelles de choses, de marqueurs particuliers, de trucs qui te bousculaient particulièrement? Je me rappelle de souvenirs dans l'enfance... notamment, je crois que j'en parle dans le livre, enfin dans mon premier livre, mais de ma grande sœur qui donnait en fait un peu une étiquette, un attribut à ma sœur et à mes cousins, et qu'en fait voilà, elle disait à ma sœur jumelle, toi t'es jolie, à ma cousine, toi t'es drôle, et en fait quand elle arrive vers moi, elle ne sait pas quoi dire et elle a un rire nerveux, donc en plus tu sens que c'était pas fake, tu vois, que c'était vraiment ressenti. Et elle me dit, toi, t'es intelligente. Mais tu vois, vraiment, elle a eu du mal à trouver. Et pour moi, c'était même pas un compliment parce que je sentais que, en fait, à cette époque-là, la valeur d'une femme reposait surtout dans son apparence et sa capacité à créer de la désirabilité. Donc, j'ai jamais eu le sentiment de pouvoir y arriver quand j'étais adolescente. Au final, je pense que c'est un mal pour un bien de pas se mesurer par là ou s'identifier à ça parce que ça m'a permis de mettre mes efforts ailleurs. Mais c'est vrai que ça n'a pas empêché la violence et encore, voilà, je parle en personne privilégiée, blanche, valide, hein, mais en tout cas, dans mon milieu à l'époque, ce sentiment de ne pas forcément être à la hauteur des attentes et d'avoir le sentiment... d'être, moi je me souviens d'être le vilain petit canard, mes sœurs super belles, qui avaient des traits super fins et tout, et donc forcément, disons qu'on se construit un petit peu dans un moindre mal, vraiment par rapport aussi à cette incapacité à satisfaire les attentes. Oui, c'est le côté miroir, miroir, le titre de ton premier livre où non seulement tu as, j'imagine, le reflet de toute la société qui te rappelle que toi, jeune femme, 16, 17, 18, la petite vingtaine, mais aussi tes sœurs directes. Le fait d'avoir une sœur jumelle, ça doit jouer aussi là-dessus, non? Oui, en effet. Disons qu'on grandit en étant comparé constamment à quelqu'un d'autre. Heureusement, je ne sais pas vraiment par quel miracle, ma sœur et moi, on ne s'est pas mis en compétition malgré ça. Ouais.
Mais en tout cas, ça a créé vraiment en moi l'idée que il fallait être meilleur qu'eux ou rien du tout. Ok. Parce que en fait, c'était toujours un peu l'argument utilisé par mes parents pour, j'imagine, nous motiver. Mais voilà, Camille a eu tant, Louise, pourquoi t'as pas eu autant et elle a eu cette récompense, pourquoi toi tu l'as pas eu? Et donc en fait, vraiment je pense a posteriori grandir avec l'impression que l'amour est conditionnel à une forme de réussite, à une forme de performance, et ça c'est très difficile de s'en détacher parce que c'est déjà, je pense, très difficile à identifier. Enfin, même encore aujourd'hui, ça reste une hypothèse, tu vois. Et réussir, en effet, à s'estimer autrement que par ce pourquoi on a été toujours estimé, c'est vraiment, pour le coup, je pense, le travail d'une vie plus que le travail de quelques années. C'est sûr, et puis même ce déclic, il est déjà impressionnant à avoir parce qu'on met longtemps, je trouve, avant de comprendre que l'estime de soi, elle n'est pas forcément corrélée à la note qu'on nous donne ou aux commentaires qu'on nous donne, quoi. Est-ce que toi, est-ce que tu as peut-être franchi, je sais pas moi, la porte d'un cabinet de psy et c'est à ce moment-là où tu as eu cette révélation, ou c'est plutôt dans les discussions avec les amis, ou c'est peut-être un livre, ou qu'est-ce qui a pu servir vraiment de révélateur? Ça n'a pas été un moment en particulier. Je pense que déjà, vu que c'est quand même important avec notre sujet aujourd'hui, avec ce super festival, je me souviens que quand j'avais eu des prémices de mon trouble neurologique, je devais avoir 8 ans, puis peut-être une autre fois à 14 ans, et en fait, j'avais pris rendez-vous à 15 ans de mon plein gré avec un psychiatre hypnothérapeute. Okay. Déjà, j'imagine, parce que je me voyais pas voir quelqu'un qui n'avait que le label de psychiatre, c'était trop stigmatisant. Et en fait, du coup, le Doctolib était commun à la famille. Et donc, en fait, je reviens un jour et ma grande sœur, toute contente, balance à table. Alors, Louise, tu vas voir un psychiatre? Genre, tout le monde qui rigole, qui se fout de ma gueule et tout. Et donc, en fait, tu vois, il y a vraiment, je pense, pour beaucoup d'entre nous, une approche assez dissuasive. Autant te dire que je n'ai pas repris rendez-vous avec ce psychiatre hypnothérapeute par la suite. Mais du coup, vraiment déjà réussir à accepter l'idée qu'on va mal et que c'est pas quelque chose dont on doit avoir honte, même de risible. En fait, tout simplement, je pense que c'est hyper important. Et en fait, moi, j'y ai été contrainte. Enfin, c'est-à-dire que vraiment, autant la déconstruction de ma place en tant que femme dans la société, de la personne que je voulais être, elle s'est faite vraiment dans la volonté de trouver ce qui me correspondait, de déconstruire beaucoup de mythes et d'injonctions avec lesquels j'avais grandi. Donc en effet, comme tu l'as dit, au fur et à mesure de lecture, au fur et à mesure de conversations, beaucoup d'éducation par rapport au sujet du féminisme. Autant la santé mentale, ça s'est vraiment fait dans la souffrance, et j'aurais préféré ne jamais retourner voir de psychiatre, mais en fait, pour moi, dans mon cas, c'est une question vraiment de vie ou de mort, et donc à partir de ce moment-là, tu mets ton ego de côté, t'as pas le choix. Ce que j'ai pris au début comme une forme de faiblesse. Ouais. Parce que, étant du coup toujours à la recherche de cette perfection qui n'existe pas, et étant beaucoup dans le contrôle, en fait, pour moi, je me disais, si je vais mal, au moins que je m'en sorte toute seule. Comme ça, le discours sera plus sympa. Ce sera vraiment plus vendeur, plus et puis je me sentirais plus forte, tu vois, de pouvoir dire, parce que j'étais pas, pareil, déconstruite de l'idée qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la guérison, et que en fait, il n'y a absolument pas de meilleur moyen de guérir qu'un autre, si ce n'est celui qui nous permet de guérir, en fait. Donc voilà, moi, après 1 an, et je suis désolée si peut-être je vais trop vite par rapport à ce que tu avais prévu, mais enfin, en tout cas, par rapport à vraiment cette situation-là, ça a été 1 an d'essais, de tentatives de m'en sortir toute seule et de guérir par moi-même, parce que c'est aussi le discours ambiant du développement personnel qui te vend l'idée aussi plus glamour que finalement tu es pleine de traumas, et que ce sont tes traumas qui te donnent tes troubles psychologiques ou psychiatriques, à l'acceptation extrêmement humble du fait que je suis impuissante par rapport à mes troubles neurologiques, et que seul un psychiatre et des médicaments peuvent m'aider.
Et ça, je pense que, ouais, en fait, quand t'as pas le choix, il faut juste l'accepter. Donc j'ai commencé ce travail, bon maintenant ça va mieux, hein, mais ce travail de l'acceptation de ma propre incapacité, je crois que pour moi, pour mon type de personnalité, c'était vraiment le coup le plus dur qu'on pouvait me mettre, tu vois. Ouais. Voilà. Et est-ce que justement le regard de ta famille a changé par rapport à ton adolescence quand tu avais 15 ans et ce fameux premier rendez-vous ? Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus OK ? Est-ce qu'on te regarde peut-être même avec un peu d'admiration d'avoir en fait fait ce truc qui est quand même que malheureusement tout le monde ne fait pas ? Écoute, je pense qu'en effet, le regard a changé parce que comme beaucoup, c'était plus de la méconnaissance que de la mauvaise foi ou que de la méchanceté. Je pense qu'il y a encore des peurs de la part de certains membres de ma famille, tu vois, qui me disent, qui me font allusion au fait que bon, peut-être un jour je pourrais arrêter les médicaments, comme si c'était un échec d'en prendre. Et après, mon discours est tellement aujourd'hui, on va dire, assertif et confiant que je suis vraiment en mesure de leur dire, en fait, même si j'en prends toute ma vie, ça me va très bien, en fait. Enfin, j'ai déjà de la chance de pouvoir vivre une vie normale. Je vois d'où ça vient parce que y a cette peur de pas savoir forcément à long terme les médicaments, etc. Mais en fait, je préfère vivre peut-être moins longtemps, mais mieux, qu'une vie extrêmement longue et souffrante. D'ailleurs, je sais pas si c'est lié. C'est marrant qu'on en parle. Cette nuit, j'ai fait un cauchemar. J'étais immortelle. Ouais. Et je me suis dit, oh putain, c'est vraiment le pire cadeau. En fait, c'est marrant que dans des films, ce soit genre, on recherche ça comme étant la panacée. Alors qu'en fait, qu'on soit atteint de troubles de santé mentale ou pas, honnêtement, je pense qu'il n'y a rien de pire. Donc voilà, non, moi je suis aujourd'hui dans la pédagogie avec les personnes qui s'y connaissent peut-être moins. Je pense que notamment mes sœurs qui sont très proches sont beaucoup plus ouvertes et bienveillantes par rapport à ça. Et après, je pense que ça vient aussi peut-être des imaginaires. Alors c'est vrai que, en l'occurrence, moi j'ai un oncle qui était schizophrène. Donc en fait, schizophrène à un stade très avancé. Donc c'est vrai qu'avec mes sœurs, la maladie mentale, malheureusement, l'image qu'on en a eue, c'était la folie. Encore une fois, c'est même pas de leur faute, mais du coup, quand moi j'ai dit que j'avais des problèmes de santé mentale, en fait, tout de suite, c'était la catastrophe, c'était l'image qu'on avait eue de notre oncle. On a quand même vu, surtout à l'époque, il n'a pas vécu dans une société aussi ouverte qu'aujourd'hui, en fait, l'exclusion que ça entraîne. Donc je pense qu'en fait, c'est vraiment un travail de déconstruction de peur, mais aussi d'apprentissage, et qui, ça, vaut, je pense, aussi pour tous les autres sujets liés aux privilèges. En fait... ça va bien de dire qu'on ne savait pas, mais ça ne tient qu'à nous de se renseigner, d'apprendre, de suivre Jean-Victor sur Instagram, et de voilà, tout simplement s'informer sur la santé mentale pour ne pas rester dans les clichés qu'on a hérités. Et est-ce que c'est justement, donc là tu parles d'Instagram, je vais plutôt rebondir sur la communauté en fait que permettent les réseaux sociaux. Et typiquement, donc là je repasse par ce premier hashtag, par évidemment ton compte à toi. Et aussi, je crois que c'est comme ça la rampe de lancement du podcast. Donc en fait, plus tu en as parlé, et plus tu as peut-être agrégé de témoignages et simplement de soutien. Est-ce que tu t'as tiré peut-être un espèce de côté rassurant en voyant que ton message ou simplement ce que toi tu traversais faisait écho à ce que traversaient d'autres personnes ? C'est important cette communauté-là ? Alors, c'est hyper important, ne serait-ce que quand on se rend compte de l'impact qu'on peut avoir et voilà, du message qui se partage. J'ai lancé le podcast en 2018, donc à l'époque, j'avais pas encore eu le coup de bâton fatal de mon trouble. Donc je parlais pas tellement de santé mentale. Par contre, je parlais de mon rapport au corps, je parlais de ce que j'ai traversé, je parlais de voilà, ce que je pouvais apprendre par rapport au féminisme. Et en effet, je pense que à l'époque, ça a fait du bien, notamment en fait le côté arrêter de prétendre qu'on est toutes des bêtes de meufs, genre vraiment sans défaut, qui étaient... Qu'est-ce que tu racontes, Louise Ford ? Mais en fait, tu vois, comment ça ? Mais en fait, c'est ça qui est horrible, parce qu'au fond, l'immense majorité d'entre nous, ça reste quand même l'image qu'on aimerait donner.
tu vois, même moi, si je suis honnête, et j'avais encore dernièrement des personnes qui me disaient ah, tu partages plus de photos glam, défilés et tout. Et en fait, je pense que parce que après, je suis tellement à l'aise avec mon image aujourd'hui que j'aime aussi montrer que je peux être en full glam et en fait, je kiffe. Mais ça dit quelque chose de nous, qu'on soit beaucoup plus partante de partager ces photos-là, où en fait on est sous notre meilleure lumière, plutôt que des photos hyper représentatives du quotidien, qui je pense aident au final beaucoup plus de gens. Donc en fait, moi ma boussole aujourd'hui c'est plutôt aider ma communauté. Vraiment, parfois je me prends même la tête parce que je me dis chaque post j'ai envie qu'il soit source d'aide, tu vois, alors que bon après c'est pas... On peut pas forcément le faire au quotidien, mais en tout cas, de garder en tête que moi, la dernière chose dont j'ai envie, et ça, c'est commun à aujourd'hui, et c'était commun il y a 8 ans quand j'ai commencé, que jamais quelqu'un n'arrive sur ma page et se sente moins bien en y repartant. Moi, c'est vraiment, en fait, mon seul objectif avec mes réseaux sociaux, c'est de me dire que j'espère, que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok, le podcast, quelqu'un qui consomme un contenu se sente mieux après l'avoir consommé qu'avant de l'avoir fait. Et à minima, que ça lui soit indifférent, mais pas que ça lui coûte. Parce que je pense qu'on a toutes déjà vécu, et je dis toutes parce que c'est mon expérience de femme et que je connais que ça là, mais j'imagine qu'elle peut être partagée par d'autres, mais d'être sur un compte et de se perdre vraiment dans mais comment elle fait elle a tout, elle est belle, elle a un copain, je sais pas, elle a jamais fait un faux pas. Et en fait, je pense que ça sert ni la personne qui a ce compte, qui doit vivre avec une espèce d'attente et d'exigence à la perfection qui est franchement dure à vivre, mais ça ne sert pas non plus tous les milliers de personnes qui regardent ce compte, qui finalement se font du mal à se comparer à vraiment une seule partie de l'histoire. Donc aujourd'hui, pour moi, le sujet, il est plus tellement dans glam, pas glam, il est plutôt dans partager ce que je ressens vraiment, et montrer que c'est pas tous les jours rose, montrer que on ne maîtrise pas tout, et montrer que être faillible, c'est humain, ce n'est pas une faiblesse. C'est marrant parce que je trouve ça très contre-intuitif aujourd'hui, après 10 ans, 15 ans d'Instagram, parce que la démarche que tu es en train de décrire me semble être la démarche du début d'Insta, où peut-être les photos étaient un peu plus grainées, peut-être que mon plat que j'avais préparé était pas aussi beau, et peut-être ça me rappelle un moment où il n'y avait pas toutes les marques qui s'étaient emparées en fait d'Instagram et qui en ont fait un espèce de magazine à papier glacé super aspirationnel, où tu as envie d'être milliardaire à Dubaï. Je vais un peu vite en besogne, mais à la fin de la journée, tu veux le bon botox, le bon bidule, le bon machin. Et c'est marrant, du coup, de revenir un peu aux fondamentaux à un moment donné où la plateforme elle-même, qui n'a jamais été aussi puissante, n'a plus du tout envie de poursuivre ce message-là. C'est quand même difficile, je trouve, de faire percer un message de vulnérabilité, parce qu'il y a un peu de ça quand même, juste voilà, mon quotidien c'est celui-ci, à un moment donné où au contraire, l'algorithme t'empêche d'être autre chose que la meilleure version de toi-même, quoi. Écoute, déjà, je pense que la plateforme est dépendante de ses utilisateurs, et si ces utilisateurs souhaitent voir autre chose, ils seront obligés de s'aligner. Et je pense qu'aujourd'hui, en vérité, après ça reste là aussi dans mon écosystème, mais c'est ce qui est de plus en plus souhaité. Honnêtement, je pense qu'il y a une vraie volonté de revenir à des contenus plus authentiques, plus bruts, plus sincères, qu'il y a quand même, on a quand même réalisé que on pouvait faire d'Instagram une version extrêmement mise en scène de nous-mêmes. Je pense plus que ça résonne énormément avec les utilisateurs. En fait, le seul vrai problème pour moi, c'est que, tu vois, tu disais au début, c'était comme ça. La grande différence, c'est qu'au début, on n'avait pas le choix. Et en fait, aujourd'hui, on a le choix. Et comme je disais, c'est très dur, notamment pour des femmes qui sont visibles, qui sont regardées, scrutées même. Et je pense aux artistes à qui, il y a quelques années, quand j'étais un peu plus... j'étais moins nuancée, je reprochais, tu vois, de pourquoi est-ce que Beyoncé, pourquoi est-ce que Kylie Jenner se montre que en bombe atomique, tu vois. Genre, allô, vous ne faites pas du bien. Mais en fait, elles font ce qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont. Et en l'occurrence, elles ont le choix de partager uniquement les photos qui les mettent les plus en valeur.
Donc dans une société où en effet beaucoup saisissent la moindre excuse pour être extrêmement dur envers les femmes, notamment pour leur tomber dessus et finalement d'une certaine manière porter atteinte à leur confiance en soi, je peux comprendre qu'il y a soit encore difficile pour certaines personnes aujourd'hui de partager des photos qui soient pas filtrées, qui soient pas maquillées, qui soient pas retouchées. Et j'espère juste qu'on va arriver à ce à quoi j'aspire, à savoir la réalisation commune et collective, que dans tous les cas, notre valeur ne repose pas là-dedans. Donc en fait, moi, c'est ce que je me dis quand je poste une photo sans maquillage ou, tu vois, ou pas apprêtée. C'est qu'en fait, j'ai l'intime conscience, en tout cas conviction, que je ne juge pas les gens par rapport à leur apparence physique. Donc finalement, je me dis, si les personnes choisissent de me juger par ça, c'est pas vraiment mon problème, parce que je sais que je suis plus que ça, et je pense que l'immense majorité des personnes qui me suivent le savent aussi. Et donc, ouais, c'est un travail, je pense, vraiment un travail pour le coup personnel, de choisir où on met sa valeur. Spoiler, j'anticipe ta question, je ne sais toujours pas où mettre la mienne, parce que je pense que c'est ça qui est un peu dur. En fait, c'est un peu, l'épée qui se mord la queue, c'est-à-dire que si c'est pas dans ton apparence, tu vas le placer dans ta performance, et si c'est pas dans ta performance, tu vas le placer dans quoi? Donc voilà, pour l'instant, je suis toujours en travail là-dedans. Travail d'une vie, hein, c'est ce que tu disais. Travail d'une vie. Je pense que si on arrive à le mettre dans la valeur qu'on apporte aux autres et plus tellement dans la mesure de sa propre performance ou de sa propre qualité, je pense que ça demande en fait un travail de décentralisation personnelle qui est finalement un petit peu opposé au principe des réseaux sociaux. Donc ouais, c'est aussi la différence entre la théorie et la pratique, quoi. Tu vois, tout ce que je dis là, j'espère que ça résonnera. Mais en fait, tant qu'on ne l'expérimentera pas et que on n'aura pas la pratique, par exemple, du détachement de son image, on ne pourra pas l'atteindre, tu vois. Et je dis ça aussi pour déculpabiliser les gens, parce que il y avait aussi beaucoup de personnes qui m'écrivaient, qui me disaient putain, j'aimerais tellement avoir pensé comme toi, pas me poser la question quand je sors, de comment je dois sortir, comment je vais être jugée et tout, et je m'en veux de pas réussir. Et en fait, vraiment, il y a une énorme différence entre savoir quelque chose et l'appliquer. Et c'est comme, demain, tu veux, avoir des biceps absolument impressionnants. C'est une chose de savoir comment faire pour les avoir, c'en est une autre de les avoir in fine. Et donc je pense que c'est beaucoup plus dur parce que c'est pas visible quand il s'agit de la croyance et de la déconstruction. Mais pour moi, c'est exactement la même chose, c'est que c'est vraiment une forme de gymnastique et de pratique et qui demandera toujours en fait une forme d'effort. Ce n'est pas juste une facilité à laquelle on accède une fois qu'on sait. Ouais. Et ce que je trouve intéressant, c'est que sur ton compte Insta, tu partages énormément ta passion pour la culture coréenne. Et pourquoi j'y viens? Parce que je trouve que la Corée, la K-pop en général, et K-drama, tout ce qu'on veut, nous vendent une image absolument parfaite de l'autre. Et il est très rare, en fait, d'en déborder. Et je trouve ça fascinant que toi, avec le recul que tu as, et justement cette envie d'un petit peu décoller l'image parfaite de, en fait, le réel, d'avoir une passion folle pour ça. Donc, comment c'est venu? Et est-ce que tu arrives justement à essayer un petit peu de déconstruire la fabrique de l'image coréenne, quoi, qui, je le rappelle, est quand même une société qui est atrocement misogyne et qui est le deuxième en bas, juste au-dessus du Japon, dans les classements de l'OCDE sur les questions de parité et d'égalité des genres, quoi. C'est de la cata, la Corée. Ouais. Déjà, justement parce qu'il y a des choses à faire. Ouais. Non, mais tu vois, si jamais je prenais la Norvège, bon, j'ai envie de dire, ils sont pas parfaits, mais ils sont pas loin. Non, mais et aussi déjà parce que, il y a plusieurs facteurs. Il y a déjà ça m'excite de savoir qu'il y a des choses à étudier et à travailler dessus. Donc j'ai fait pas mal de vidéos YouTube de déconstruction des seins de beauté, du 4B Movement, qui est le mouvement radical féministe qui se développe en Corée du Sud, suite en effet à l'extrême misogynie qui est encore présente. Donc je pense, et voilà, se dire, en vrai, moi j'apprends le coréen, j'aimerais beaucoup faire un podcast en coréen, parce que je me dis, il y a un momentum, quoi. Je sais que je peux apporter, je pense, un peu de bienfait, en tout cas aux femmes là-bas, qui sont encore dans une forme de prison par rapport à l'exigence physique. Après, il y a aussi le fait que c'est ma grand-mère qui m'a mise là-dedans et que j'ai Dans la Corée ? Dans la Corée ?
Ah, bien sûr, ouais. Moi, j'ai une passion folle pour ma grand-mère. Ma grand-mère a une passion folle pour la Corée. 1 + 1 = 2. Nous sommes donc allés en Corée pour son anniversaire, pour ses 82 ans. Et en fait, on est tombés amoureuses toutes les deux, voilà, d'un autre aspect de la Corée, de la culture, de l'histoire, de la gentillesse des gens. Et du coup, moi, c'est ça que je trouve hyper chouette aujourd'hui. Et en fait, je pense que c'est aussi tout simplement le fait que je fonctionne un peu par obsession. Et que du coup, j'ai commencé avec le sport et le fitness. Après, j'ai beaucoup parlé du corps, du rapport au corps. Beaucoup ensuite du féminisme, et j'en parlerai toujours pour le coup. Mais c'était un peu, je pense, mon obsession ces 2 dernières années, parce que c'était nouveau, parce que c'était de nouveaux challenges, parce que c'était de nouvelles personnes à rencontrer. Et qu'en fait, tout ça est quand même extrêmement enrichissant. Et qu'il faut, je crois, accepter l'idée aussi qu'on ne soit pas toujours cohérent. C'est voilà, dur à admettre, mais c'est sûr que je suis la première et même dans ma vie, heureusement, à ne pas me satisfaire du minimum en termes de relations amoureuses, et à être complètement gaga devant les K-dramas coréens, mais parce que je pense qu'en fait, du coup, aujourd'hui, je le vois comme tu sais, une forme d'imaginaire irréel, qui me conforte en fait dans la perfection et l'utopie que j'ai jamais réussi à construire dans ma vie réelle. J'arrive à l'obtenir à travers les livres et à travers les séries ou les films. Donc c'est une forme, je pense, d'évasion face au deuil, voilà, du fait que je n'arriverai jamais à appliquer ce même niveau de perfection dans ma vie. Oui, et t'as le côté un peu appuyé aussi dans les K-dramas où très souvent c'est un peu surjoué, ou en tout cas t'auras une musique derrière qui te fait bien comprendre que c'est le moment où il faut pleurer. Donc en fait, peut-être que t'as ce détachement-là, là où un film avec Jennifer Lopez par exemple, peut-être que c'est un peu moins marqué, genre applaudissez à ce moment-là, pleurez à ce moment-là. C'est quelque chose peut-être qui est plus facile à déconstruire. Déjà, ou peut-être que c'est juste parce que je suis occidentale et que je m'y prends comme ça. Écoute, il y a une jeune autrice coréenne qui a écrit un livre qui, en gros, en français, veut dire pourquoi les K-dramas vous font du bien. Déjà, il y a un phénomène hyper intéressant qui est le phénomène de relations parasociales, qui peut exister dans de moindres mesures avec des créateurs de contenu ou avec des stars. Et en fait, notamment, moi, ce que j'explique plutôt pas, c'est que dans l'immense majorité des séries coréennes, l'homme est quand même extrêmement disponible et présent pour la femme, fait beaucoup d'efforts et honnêtement est quand même, je pense, même plus romantique et plus à l'écoute que ce qu'on peut voir dans les films, les séries occidentales. Et pourtant, ce n'est dans la réalité pas du tout le comportement des jeunes hommes coréens, qui sont, mais j'ai envie de dire malheureusement comme nos jeunes, de plus en plus misogynes. Donc en fait, moi, c'est juste ça que j'ai du mal à comprendre. En fait, c'est sûrement parce que le public des K-dramas est à 99% féminin, et qu'il faudrait peut-être, dans ce qu'ils lisent eux, que ce soit des mangas ou que ce soit d'autres formes de webtoons avec des héros, qu'il y ait ce même genre de comportement en fait chez les hommes. Parce qu'en fait, pour moi, c'est plutôt ça la dissonance. On se porte très bien, majoritairement, dans la majorité des K-dramas, si jamais c'était des hommes qui se conduisaient ainsi dans la vraie vie, parce qu'il y a une vraie, un vrai, c'est pas de l'égard, mais si, tu vois, il y a une vraie considération de l'autre. Mais malheureusement, en fait, c'est sûr que si jamais ce sont que des femmes qui regardent, malheureusement, elles vont pas tomber pareil dans la réalité. Et si les hommes eux-mêmes ne regardent pas ça, mais regardent des représentations hyper héroïques de mâle alpha, je suis vraiment persuadée, et ça, je l'ai déjà dit, mais qu'on sous-estime l'impact que ce qu'on regarde et ce qui nous est donné à voir a sur nos croyances et nos désirs. Et donc, en fait, je pense vraiment, et j'encourage toutes les personnes dans cette pièce, si vous êtes attirés par les red flags, à regarder un max de contenu avec des green flags ambulants, ouais. Parce que ça paraît désuet et dérisoire, mais en fait, ça a un vrai impact sur ce que notre esprit est amené à trouver désirable. Oui, c'est le côté pop de notre pop MC. et voir justement comment est-ce qu'on peut se construire et déconstruire à travers des œuvres culturelles, quelles qu'elles soient, quoi. Et tout à l'heure, tu mentionnais les attaques sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir trouvé la bonne formule pour mettre ça à distance et te protéger ? Parce que j'ai l'impression, mais c'est peut-être parce que je passe trop de temps sur Twitter, qu'il n'y a jamais eu autant de violence. Alors, règle numéro 1, ne pas utiliser Twitter. Voilà.
Moi, c'est une règle que j'ai depuis de nombreuses années, avant même que ça passe du côté encore plus sombre de la force. Voilà. Et deuxièmement, je pense que en tant qu'humain, ce serait inquiétant qu'on soit totalement hermétique à ce qui se dit sur nous. C'est honnêtement, voilà, tout comme penser positif, je pense que personne ne pense tout le temps positif, sauf peut-être les psychopathes. Donc moi, j'ai déjà accepté ça. Je pense que j'ai réussi un travail de mise à distance, de ne pas être tellement atteinte par les critiques qui peuvent m'être adressées par rapport à ce en quoi je ne mets pas ma valeur. Donc par exemple, honnêtement, par rapport à mon physique, ça me met vraiment... Enfin, je m'en fiche. Par rapport à voilà, peut-être d'autres sujets qui toucheront d'autres personnes, moi, tant que ce n'est pas un paramètre que je mets dans ma valeur, ça va très bien. Quand ça touche à des paramètres que je mets dans ma valeur, donc notamment mes engagements et ce que je peux accomplir, c'est beaucoup plus difficile parce que du coup, en fait, ça fait mal, quoi, tout simplement, quoi. C'est vraiment... c'est accepter la remise en question de ce pourquoi tu t'investis. Et ça, voilà, non, j'ai encore beaucoup de mal. Donc en vérité, j'essaie de le regarder le moins possible. Et j'essaye d'accepter, là aussi, l'acceptation est un travail, mon Dieu, si difficile. J'essaie de travailler sur l'idée que j'aurais beau faire de mon mieux et essayer d'être, enfin, d'avoir des intentions nobles. En fait, si des personnes décident de l'interpréter différemment, je n'y peux rien. Voilà, c'est leur interprétation. C'est peut-être même comme ça qu'elles le vivent. Et c'est arrivé, voilà, avec des personnes, avec des influenceuses avec qui j'avais pu collaborer, où en fait, elles l'ont vécu d'une certaine manière, je l'ai vécu totalement différemment. Et en fait, ouais, c'est de l'humilité de reconnaître que on n'a pas l'inscience infuse, qu'on n'a pas toutes et toutes le même prisme de vécu, et que voilà, en fait, je ne peux rien continuer à faire si ce n'est faire de mon mieux. Donc voilà, d'entendre, de recueillir, de aussi quand même se remettre en question, c'est sain, je pense. Et voilà, d'essayer d'être en tout cas vraiment aligné avec ce qui nous anime. Ce qui est difficile, c'est que quand on mène une vie publique, le moindre petit échec peut aussi sembler complètement décuplé, parce qu'au final, c'est quelque chose dont il faut toujours penser ses plaies un peu après, et ça a toujours des petits deuils, mais c'est autre chose de le faire en solo que de le faire avec Ludovic du Morbihan, quoi, qui vient commenter alors qu'on lui a rien demandé. Et du coup, ça doit pas être évident, mais dans le même temps, ça fait partie de l'apprentissage humain, l'échec, non ? Que ce soit dans le business ou que ce soit dans la vie perso aussi, j'imagine. Enfin, juste qu'on vit comme un échec. En fait, je pense que déjà, en tout cas, c'est ce que dit, tu vois, les docteurs, c'est ce que disent les docteurs en neurosciences qui ne peuvent pas venir sur InPower. On serait bien, on aurait bien du mal à tous donner la même définition de l'échec. Déjà, je pense qu'elle est extrêmement personnelle parce qu'on a différents indicateurs de ce qu'on considère l'être ou non, mais si on vit ce qu'on considère comme un échec, là aussi c'est un ressenti en fait, hein, c'est une interprétation. En fait, c'est en effet, je pense, ça rend plus humble de réaliser que on ne peut pas tout réussir dans sa vie et que il faut accepter surtout que sa santé mentale est sa priorité. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème, notamment quand on est public, c'est qu'il y a une telle peur de l'échec, il y a une telle peur du jugement dernier, tu vois, du tribunal du net, que beaucoup sont prêts à sacrifier leur santé mentale sur l'autel de la réussite. Et en fait, là aussi, je pense que ça fait bien à personne au final. Je pense que c'est courageux et intelligent de savoir un moment se dire, voilà, est-ce que soit je continue à faire du bien aux gens ou non ? Est-ce que je suis la meilleure personne pour entamer une nouvelle étape de développement si c'est un projet entrepreneurial ? Est-ce que moi-même, je prends du plaisir encore à gérer tous les différents problèmes que peuvent présenter X ou Y projets ? Et je pense que c'est un peu hypocrite d'encourager tout le monde à prendre soin de sa santé mentale et d'être les premiers à dire oh, prends soin de toi, fais attention, et en fait potentiellement soi-même ne pas le faire sous couvert voilà, de s'oublier pour la cause.
Donc je pense que je pense que si on le vit comme un échec, il faut se demander pourquoi. Ensuite, si on analyse pourquoi, il faut se demander si c'est aligné avec ce qui nous tient à cœur et ce avec quoi en fait ce dans quoi on a envie de mettre de l'énergie. Et si en fait après on répond oui à tout et c'est totalement possible, juste avoir l'humilité de ne pas se considérer comme une super-héroïne, quoi. C'est, je pense, malheureusement, peut-être aussi un pan des réseaux sociaux aujourd'hui qui nous donne l'impression voilà, qu'on peut tout faire, alors qu'en fait, je pense qu'on peut tout faire, mais on peut pas tout faire bien. Donc, un moment, pour moi, accepter qu'un projet n'est pas la vie qu'on avait imaginée, si c'est pour donner une vie, entre guillemets, encore meilleure aux autres projets qui gravitent dans notre vie, c'est un échec qui mène à une forme de réussite in fine. Et en tout cas, les entrepreneurs avec qui j'ai pu échanger tiennent ce discours de manière générale. Alors moi, tout comme je déteste le rien n'arrive par hasard, tout ça pour une raison, non, je ne suis absolument pas d'accord. C'est totalement... Enfin, tu peux te dire ça si ça t'aide. Je ne pense pas que ce soit vrai. Je ne pense pas non plus qu'on doit forcément échouer pour réussir à arriver là où on voulait aller, parce que tu as des gens qui disent aussi ça. Je pense juste qu'il y a des décisions qui sont prises à des moments de notre vie en bonne intelligence et qu'on peut pas avoir de regrets quand ils sont pris en bonne intelligence. Voilà. Du coup, tu as déjà eu l'impression de t'oublier pour la cause, pour reprendre l'expression que tu viens d'utiliser ? Je pense que j'ai déjà eu l'impression que j'avais si peur de décevoir des gens. J'avais si peur de décevoir ma communauté en essayant de tout gérer, ma marque, mes livres, le podcast et puis d'autres projets qui étaient en cours. Que je ne prenais pas vraiment le repos comme une option. Je me cachais derrière l'excuse que dans tous les cas, j'aime pas trop me reposer, ce qui est vrai. Mais déjà, et je le remarque depuis 3 ans que je prends des médicaments, ça a quand même changé les choses. Ton rythme, tu veux dire ? J'ai plus, comment dire, j'ai moins d'énergie qu'avant. Voilà. Mais normal. Enfin, tu vois, les médicaments, ça taxe une partie que je serais bien capable de décrire parce que je suis absolument pas médecin. Mais en tout cas, ça peut te ralentir en fonction de ce que tu prends. Et déjà, donc, avoir l'humilité de le reconnaître et avoir aussi l'humilité encore une fois, de pas porter une image sur ses épaules. Et ça, c'est très dur quand on est personnage un peu public. C'est que, enfin, en tout cas, ma personne, j'avais vraiment pas envie de décevoir l'image que les personnes se faisaient de moi et qui a toujours été assez sans accroc, sans difficulté. Donc du coup, voilà, je pense d'ouvrir une part de vulnérabilité, d'ouvrir une part de... en fait, je crois qu'il faut que je me concentre sur ce qui m'épanouit vraiment, d'accepter que s'il doit y avoir une autre vie à certains projets, ce sera pas forcément avec moi en tête. En fait, ouais, juste reconnaître ça, c'est, je pense, salvateur au final pour moi. Et ça m'a évité de passer par une phase peut-être extrêmement difficile niveau rythme, niveau vie sociale. Voilà, j'ai quand même toujours fait attention à le garder, mais c'est pas passé loin. Finalement, parce que je pense moi-même je me berçais dans l'idée que je pouvais tout faire bien, alors que si on fait tout déjà, c'est difficile, mais tout faire bien, ça veut forcément dire qu'on s'est oublié dans l'équation. Et ça, c'est un peu ton deuxième livre, Jusqu'ici tout va mal. Et c'est qu'en fait, à un moment où on te voit plutôt sur, on va dire, sur une pente ascendante, sur un côté de réussite qui semble vraiment correspondre à la définition générale de ce qu'on s'en fait, toi, à l'inverse, tu le vivais pas du tout de cette manière-là, quoi. Et là, ce que j'entends aujourd'hui, c'est que tu as l'air de plutôt reconnaître une certaine place au lâcher-prise, non ? Ce serait bien hypocrite de ma part. Je ne sais toujours absolument pas comment lâcher prise. Après, peut-être, comme je disais, plutôt sur... d'autres pratiques, c'est une question de gymnastique, donc peut-être que je le pratique sans même m'en rendre compte. Je pense que j'utiliserais plus le terme de lucidité, dans le sens où, en effet, je pense réaliser à la fois que je peux pas exceller dans tous les projets que je mène, sinon c'est qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui va
en souffrir, en pâtir totalement. Ajouter à cela la réalisation qu'on ne contrôle vraiment finalement que peu notre santé mentale, ce qui a été vraiment pour moi une énorme claque que de réaliser que la volonté n'était pas toute puissante. En fait, oui, je pense que ça m'a permis de réaliser avec ce livre tout simplement qu'il fallait redonner aussi la place à l'environnement, à l'entourage, à la société. Je pense que j'ai toujours été dans une construction trop individualiste de moi-même. Enfin, en tout cas, dans l'illusion que ça dépendait que de moi de réussir. Et donc, en fait, je pense que ce message-là dessert plus qu'il ne sert. Oui, il faut quand même évidemment faire tout son possible. Et pareil, si on vous dit le contraire, c'est un mensonge. Mais de là à minimiser les facteurs extérieurs, les personnes qui vous entourent, les personnes qui vont croiser votre route, tout simplement aussi une situation, un contexte économique et social, enfin, c'est juste vaniteux, quoi. Donc je pense que, voilà, moi, ça m'a vraiment aidé à me remettre à ma place et à réaliser que, voilà, dans ce que je voulais faire à l'avenir, évidemment, j'y mettrais énormément du mien, mais sans que ça se fasse au sacrifice potentiellement d'autres personnes, parce que on n'a pas tous et toutes, encore une fois, la même façon de vivre les situations, d'interpréter les choses. Et waouh, en fait, ce que je trouve hyper... ce qui m'ouvre vraiment les yeux, je crois, plus je grandis, c'est réaliser la diversité de l'être humain, quoi. Parce que ouais, c'est hyper, ça rend hyper humble au fur et à mesure des années de vie de réaliser que notre prisme n'est pas unique et qu'il va falloir composer avec d'autres prismes et qu'en fait c'est une force plus qu'une faiblesse, quoi. Donc ouais, ça demande, je pense, une remise en question perpétuelle de son état d'esprit. Et toi, justement, qui anime le podcast Adolescence, est-ce que tu te sens adulte, là ? Est-ce que c'est ça, la définition, finalement ? T'es en train de... C'est l'adulting ? Ouais. Écoute, tout comme le lâcher-prise, je pense qu'on pourrait donner plusieurs définitions du fait d'être un adulte. Mais, en tout cas, c'est certain que, pour ma part, et je pense qu'on a chacun des parts du fait d'être adulte qui peuvent progresser, quoi, par rapport à d'autres qui sont déjà assez matures. Pour ma part, c'est vraiment apprendre à composer avec autrui. Et voilà, à réaliser que... Enfin, tu vois, il y a un mantra que j'aime beaucoup et que j'aime toujours, hein, mais c'est faire d'abord, s'excuser après. Je pense qu'il faut que je garde une forme de ça dans ma vie d'adulte, parce que je pense que c'est aussi ce qui me singularise. Mais je pense qu'être adulte, c'est aussi reconnaître qu'en fait, on ne peut... En fait, je suis désolée, mais être adulte, c'est être chiant. En fait, c'est réaliser que tu vas devoir apporter de la nuance à tout ce que tu dis. Tu vois, c'est oui, faire d'abord, s'excuser après. Mais quand même, il faut pas trop blesser les gens parce que tu n'es pas toute seule et parce que, tu vois, en fait, j'ai l'impression que moi, j'apprends juste ça. Mes grandes convictions qui, sur le papier, peuvent être hyper nobles, etc., face à la réalité de la vie. Il y a toujours une nuance qui est importante à apporter. Et je pense qu'en fait, être un adulte, c'est réfléchir cette fois... tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de parler. Et potentiellement, peut-être aussi écrire cette fois ce que tu veux faire avant de le faire. Juste parce que maintenant, tu te rends compte des responsabilités qui sont incombantes à ta personne. L'impact que ça peut avoir, qu'il soit positif ou négatif, d'ailleurs. Exactement. Et ça, c'est aussi très dur. Hein, que même si toi, tu veux le positif, c'est pas forcément ce qui va en ressortir. Donc voilà, c'est ça que je trouve assez difficile dans la vie d'adulte. C'est que tu sais, un peu la jonction permanente de un peu mais pas trop. Tu vois, et dont on est déjà victime en tant que femme beaucoup. Donc c'est pour ça que finalement, honnêtement, ce que je me dis et ce que j'ai partagé il y a pas très longtemps encore sur Instagram, c'est un mantra que j'avais écrit dans mon premier livre. Faire de son mieux, que peut-on vraiment exiger de plus que cela ? Parce que je pense que il y a trop d'écueils sinon, même dans ce qu'on vient de se dire, tu vois, on peut pas être parfait, ok, mais du coup on essaye quand même d'être adulte, donc on doit être un peu, mais pas trop, ok, mais en fait ça c'est hyper fatigant, notamment peut-être si t'es en couple, si t'as des enfants, etc. Donc
honnêtement, moi, ce que j'appelle chacun et chacun d'entre nous à faire, c'est de faire de son mieux. Et je pense qu'on peut pas trop mal s'en sortir si vraiment c'est ce qui nous anime. Merci beaucoup, Louise.